Allez, on se pose la question à présent en direct sur Boursorama. Emmanuel Macron fait-il preuve de sérieux budgétaire? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'il y a une querelle d'experts assez intense depuis quelques jours autour du chiffrage du projet. Il y a une polémique autour du programme économique d'Emmanuel Macron. Certains disent qu'il n'est pas financé. Voilà, la question mérite d'être posée. On en parle avec Éric Ayer. Bonjour Éric. Bonjour. Directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On replace ça dans le cadre hier du MEDEF, parce que devant le MEDEF, on a vu les trois principaux candidats à la présidentielle qui ont été auditionnés. Grand oral qui a confirmé, c'est pas le sujet du jour, mais que le préféré, c'est pas lui, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est François Fillon qui est le préféré des patrons, mais ça, c'est pas une surprise. On avait le patron des patrons, Pierre Gattaz, qui était à votre place il y a 2 jours. Il nous a dit à propos d'Emmanuel Macron, il y a un gros point noir sur son programme, c'est le coût du travail. Pierre Gattaz nous dit qu'Emmanuel Macron va augmenter le coût du travail. Son programme. Parce qu'en gros, en basculant le CICE, qui est un crédit d'impôt, en baisse de charges, avec des allégements de charges en plus, malgré tout, on nous parle de 10 milliards d'euros. Alors, je ne sais plus qui a sorti ce chiffre, je crois que c'est Rexecode. C'est ça, Rexecode, effectivement. Rexecode dit que le coût du travail augmente avec Emmanuel Macron de 10 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on arrive là? Parce que les équipes d'Emmanuel Macron disent que c'est neutre financièrement. L'IFRAP aussi, Institut libéral, voilà, comme Rexecode, dit c'est neutre financièrement. Est-ce qu'Emmanuel Macron augmente le coût du travail parce que ça crée une augmentation de l'impôt sur les sociétés? Exactement. Même si d'autre côté, on regagne sur la baisse de charges patronales. Alors peut-être, si je peux me permettre juste une petite parenthèse avant, c'est dire que là, peut-être qu'on est complètement hors sujet. Vous voyez qu'on est en train de... Ah non, le coût du travail, c'est important en France. Non, mais alors, je vais essayer de m'expliquer. On est en train aujourd'hui, vous voyez, on est dans une campagne présidentielle. On n'est ni au moment d'un projet de loi de finances, ni lorsque le Premier ministre nous parlera de sa politique générale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, enfin moi en tout cas, ce que j'attends d'un président, c'est qu'il nous explique globalement sa vision de la France et voire pourquoi pas de l'Europe dans 10 ans ou dans 15 ans et comment au cours des 5 prochaines années il compte donner un nouveau souffle. Vous voyez qu'on est essayé de regarder aujourd'hui, est-ce que son programme est chiffré au milliard près? Je pense qu'on n'est pas dans le sujet. Vous voyez que la question se pose pour tous les candidats. Mais la question se pose pour tous les candidats. Il manque des milliards et tout n'est pas précisé. Et même quand c'est précisé, prenons l'exemple, admettons, il y a 10 ans, au moment de la défiscalisation des heures supplémentaires, du candidat Sarkozy, une fois qu'il a été élu, il a mis sa défiscalisation qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il avait promis pendant la campagne. C'est problématique, on promet un truc, on fait autre chose après. Mais si, parce que globalement, la logique était la même, mais après, vous finalisez pour que ça soit complètement financé. Bon, merci pour ce prologue et ces propos liminaires. C'est juste pour dire, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Alors bon, du coup, effectivement… Sur le coût du travail, est-ce que oui ou non? Sur le coût du travail, en tout cas, la logique d'Emmanuel Macron… Pierre Gattaz le dit. Oui, alors, la logique d'Emmanuel Macron, si je l'ai comprise en tout cas, c'est de dire, je vais la baisser. Alors il nous dit… Quoi, le coût du travail? Le coût du travail. Il va le baisser parce qu'il y aura le CICE et il rajoute des baisses de cotisation au niveau du SMIC, donc ça fait plutôt une baisse. Alors ensuite, effectivement, quand on le regarde de près, il nous dit, puisque le CICE le transforme en baisse de charge, on se dit, CICE c'est un crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt, donc ça arrive en bas, d'accord? C'est-à-dire après avoir payé tous les impôts, alors que si vous le… Rembourser un an plus tard. Voilà, rembourser un an plus tard, mais alors que si vous le montez en baisse de charge, si les entreprises font plus de bénéfices grâce à cette réduction et cette exonération de charges, elles vont payer de l'IS supplémentaire. Donc ce que dit Rexecode, ils ont raison de dire attention, si vous le transformez, il faudra mettre un budget un peu plus gros parce que sinon les entreprises vont mais d'accord, mais vous voyez que là on fait plus ou moins un procès d'intention, mais qu'on fait pour tous les candidats. Il faut le croire. S'il nous dit je vais baisser le coût du travail, mais c'est pas clair. En tout cas, c'est pas clair. C'est pas très clair, mais il faudra, au moment où il faudra qu'il soit élu, qu'il nomme un Premier ministre, qu'il fasse son discours de politique générale, et ensuite il y aura un projet de loi de finances. Et au moment du projet de loi de finances, on dira attention, là il manque des milliards. Mais vous voyez qu'aujourd'hui se dire ah oui attention cette mesure-là, il va falloir qu'ils prennent en compte l'IS. Oui, on peut toujours le dire, on peut toujours se faire plaisir à le dire, et ça intéresse les experts. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire. On prendra en compte l'effet sur l'IS et il n'y aura pas d'augmentation du coût du travail. Bien sûr, il peut le dire. Mais vous voyez que même s'il devait le dire aujourd'hui, il faudra faire attention au moment du projet de loi de finances. Et c'est au moment du projet de loi de finances qu'il faudra avoir cette discussion. Alors, ce qui pose problème pour certains experts, c'est vrai que globalement, ce sont des think tanks, des instituts plutôt classés à droite, libéraux, qui font ces critiques, notamment sur le fait qu'il y ait plus de dépenses
qu'est-ce qui est annoncé, que les économies en face ne soient pas au rendez-vous. Et Rexecode a calculé que c'était 35 milliards d'euros de dépenses non financées. Oui. Alors, est-ce que derrière, il y a cette volonté voilà, de favoriser François Fillon? On peut poser la question. Et est-ce qu'il y a vraiment un sujet sur le chiffrage des dépenses d'Emmanuel Macron? Ces équipes nous parlent de 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur 5 ans. Ah, il y a aussi en plus les 50 milliards d'euros de son plan d'investissement. Exactement. Mais s'il y a 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles, alors qu'il y a déjà 10 milliards sur la taxe d'habitation qui supprime pour 80% des Français, on se dit que le compte n'y est pas. Non mais alors, là aussi, hein, il faut avoir le chiffrage global. Ce que nous dit Emmanuel Macron, enfin en tout cas dans son programme, c'est qu'il y aura… 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Oui, oui, mais alors il nous dit aussi, en gros, globalement, il y aura 60 milliards d'économies sur la dépense publique. On va en parler après des économies. Oui, mais c'est tout de même ça. Et je pense que c'est ça qui est important. On dit que c'est mal documenté, puisque vous en parlez. C'est peut-être mal documenté, mais en gros, globalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y aura 60 milliards d'économies sur la dépense publique, y compris les dépenses supplémentaires, tout ce que vous venez d'annoncer, et sur l'investissement. Donc, il va falloir qu'il le fasse, avec 20 milliards de baisse des prélèvements obligatoires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que globalement, sur le quinquennat, il y aura une politique de rigueur, à peu près, de 40 milliards. Mais je pense que c'est ça qui est important. Pourquoi c'est oui, mais si c'est les dépenses, si c'est pas 15 milliards, mais si c'est beaucoup plus, si c'est 35 milliards d'euros de nouvelles dépenses, le plan de la rigueur est beaucoup plus light. Moi, ce qui me semble être important dans son discours, c'est qu'il dit il y aura 40 milliards sous mon quinquennat d'efforts structurels sur la dépense et sur les impôts. C'est exactement l'engagement de ce gouvernement-là vis-à-vis de Bruxelles au cours du prochain quinquennat. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Là, vous envoyez un autre message. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est qui fait pareil qu'Hollande. Non, pas alors, que pareil qu'Hollande, si vous voulez, mais surtout il est dans la logique, je respecte les engagements de la France vis-à-vis de la Commission européenne, donc je ne veux pas renégocier. Ça, ce sont des mots. Non, quand on voit des instituts qui disent, on prend les lignes par ligne ce que ça coûte. Oui, mais là, je pense qu'ils là, pour le coup, ils noient le poisson. C'est qui ils? Les instituts qui font ça. Rexecode, l'IFRAP, Montaigne. Oui, tous ces instituts-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un projet de loi de finances, encore une fois. Et ce qui est important, c'est que le citoyen sache pour quel candidat ils vont voter. Oui, alors, non, mais moi, je ne porte pas de jugement de valeur. C'est comme s'il empilait les dépenses. C'est comme s'il empilait les dépenses. Je pourrais toutes vous les sortir. Mais oui, mais c'est complètement ridicule de le faire maintenant. Vous voyez qu'on n'attend pas… On annonce tout n'importe quoi. Mais non, on annonce des grandes orientations. On annonce des grandes orientations. Ce qui différencie, admettons, Benoît Hamon d'Emmanuel Macron ou Mélenchon d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y en a un qui dit « je vais renégocier tous les engagements vis-à-vis de Bruxelles », l'un qui dit « je vais les respecter ». C'est ça que… Je vais les respecter avec des dépenses, services militaires obligatoires d'un mois, on est en milliards. Oui. Le budget de l'armée augmenté, c'est légitime. 5 milliards, les constructions de places en prison, 3 milliards, relèvement du minimum de vieillesse, passe culturel. Qui peut aujourd'hui dire… C'est dans 15 milliards, c'est dans 15 milliards ça? Mais non, mais oui, c'est dans les 15 milliards. Mais bien entendu, non, mais bien sûr, oui, mais après, il y aura des économies qui vont venir. Et ces économies-là vont dépendre de quoi? Vont dépendre de l'inflation. Qui est capable de dire aujourd'hui quelle va être l'inflation dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Qui est capable aujourd'hui de dire quelle est la croissance potentielle dans 1 an, 2 ans? Donc du coup, ces économies-là vont dépendre de tous ces paramètres-là. Se dire aujourd'hui, tout n'est pas documenté, mais c'est de se dire, en fait, on ne connaît pas l'avenir. Pourquoi on ne sépare pas les deux? Pourquoi on ne dit pas d'un côté, on va en parler, il y a les économies, de l'autre, il y a les dépenses? Juste sur les dépenses. Mais si, il y a ça. Il y a ça en tout cas dans les 15 milliards, tout ce qu'il a annoncé, ça colle avec 15 milliards d'euros de dépenses de plus. Non, je ne dis pas ça. Je dis que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est sa grande orientation. Lui, il dit, je vais baisser la dépense publique en point de PIB sur le quinquennat et tout ça, ça va faire 60 milliards. Mais, on peut ne pas le croire. L'IFRAP dit c'est 15 ou 20 milliards, le plan d'économie c'est pas 60, c'est 15 ou 20. Mais oui, quand on prend en compte les dépenses non financées, les dépenses… Mais oui, mais l'IFRAP ne sait strictement rien. Ne parlez pas mal d'Agnès Verdier. Je ne parle pas mal, ne sait strictement rien, mais comme le Rexecode et comme l'OFCE ne sait pas quelle est derrière cette hypothèse-là, quelle est la croissance potentielle retenue par Emmanuel Macron, quelle est l'inflation qui est retenue. Vous voyez que tant que vous n'avez pas ça, parce que je pense que là où l'IFRAP se trompe et pas ces Rexecode qui sont un poil plus sérieux de ce point de vue-là, c'est que, attention, quand on dit 60 milliards d'économie de la dépense publique, ça ne veut pas dire 60 milliards de baisse de la dépense. Oui, mais alors ça… C'est de moins par rapport à une tendance haussière. Eh bien oui, mais cette tendance, est-ce que vous la connaissez ? Elle est de 100 milliards, combien sur un quinquennat? Non, mais c'est pas ça. Non, la tendance, c'est par rapport à un potentiel. Et un potentiel qui peut dépendre d'un certain nombre de facteurs qui sont la productivité. Donc c'est au doigt mouillé. Mais c'est pas au doigt mouillé. C'est pas au doigt mouillé. Mais vous voyez que si vous ne discutez pas de quel est le potentiel retenu par l'équipe d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas discuter de cela. Et donc, c'est ça la discussion que l'on a avec tous les projets de loi de finances, avec la Commission européenne. Et donc, chaque année, on négocie avec eux et on se dit, est-ce qu'on a bien les économies,
sur lequel on s'est engagé. On rentre dans le dur sur les économies. Sur 60 milliards d'euros promis d'économies par Emmanuel Macron, il y a 10 milliards qui viendraient de l'assurance chômage. Oh, ça, effectivement. Vous voyez venir, mais comment est-ce qu'il arrive? Parce que oui, le taux de chômage va descendre à 7%. Alors ça, voilà, ça c'est un bon exemple. C'est un pari. Non, et non seulement c'est effectivement un pari, mais là, pour le coup, Bruxelles ne retiendra pas ces 10 milliards comme des économies. Bah oui. Alors, oui, mais donc, d'accord. Bah là, ça, c'est un peu plus On intéressant. enlève déjà 10 milliards. Et ben alors, ok, là, vous enlevez, et effectivement, vous enlevez 10 milliards. Là où Emmanuel Macron peut s'en sortir, c'est que l'engagement vis-à-vis de la Commission européenne, dans les 5 ans qui viennent, c'est de faire 30 milliards d'économies. Ouais, là, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est plutôt 40 milliards d'économies. Donc, même si vous enlevez ces 10 milliards… En prenant en compte toutes les dépenses nouvelles, tout ce qu'il a grainé pendant la campagne. Mais peu importe, vous voyez, mais pourquoi peu importe? C'est parce que il ne va pas dire toutes les économies. Vous voyez que globalement, si aujourd'hui, la croissance potentielle de l'économie française se situe à 1,3%, ce qui est relativement faisable, vous voyez, eh ben, vous pouvez faire des économies avec une progression de la dépense publique. C'est ça qui est quand même important, c'est-à-dire que si la progression de la dépense publique est de 0,3, donc si vous avez des augmentations de la dépense publique, mettons de 0,3, chaque année… Mais moins que la croissance. Donc, mais moins que la croissance, vous faites un point d'économie et un point de PIB, ça fait 20 milliards. Donc, vous ferez 20 milliards d'économies. Donc, vous voyez que… Mais ça se tient, parce qu'encore une fois, alors, on a le sentiment que c'est très clair sur les dépenses, il y a toutes ces dépenses-là. Les économies en face, c'est mal documenté. Tout le monde le dit. Mais oui, mais chez tous les candidats. Mais chez tous les candidats, c'est vrai. Chez tous les candidats. Non, mais ça, il n'y a Sauf pas qu'aujourd'hui, c'est favori, donc on regarde. Mais oui, mais chez tous les candidats, vous avez ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on se trompe de sujet. C'est-à-dire qu'il faudra le faire une fois qu'ils seront face au projet de loi de finances où on négociera année par année, est-ce qu'ils font bien les économies envisagées aujourd'hui. Vous voyez, on ne va pas faire un catalogue de toutes les économies, dans toutes les mesures, etc. Non, mais il y a des mesures, Éric, il y a des mesures structurantes comme la réforme de l'assurance chômage. Quand il dit, Emmanuel Macron, je vais étendre aux indépendants, aux salariés démissionnaires tous les 5 ans. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ça a un coût. Ces équipes le chiffrent à 2,5 milliards. Chez Rexecode et à l'Institut Montaigne, on est au double, entre 4 et 5 milliards. Mais oui, mais est-ce que quelqu'un est capable de dire… Comme par hasard, on sait qui minore et qui… Mais oui, mais parce que globalement, moi je pense que on ne sait pas aujourd'hui quelle va être exactement la mesure qui va être votée. Il y a un rapport de 1 à 2 dans le chiffrage. Mais oui, mais parce que… Et comme par hasard, on minore chez Emmanuel Macron. Mais oui, mais alors, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Non, mais cette mesure… Recettes surestimées, dépenses sous-estimées. Ce qui est important aujourd'hui pour les citoyens, c'est qu'on comprenne à peu près la logique des candidats. La logique, alors puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, en termes d'assurance chômage, c'est de dire on va passer d'un système assurantiel à un système universel. Ouais. Ça, c'est une logique différente. Ensuite, mais de combien va être… Est-ce qu'on va plafonner cette assurance? On ne sait pas de combien va être cette assurance, va être ces allocations chômage universelles. Personne ne connaît le niveau. Donc aujourd'hui, ce que nous dit Rexecode, c'est que nous dit on prend le niveau moyen d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Puisque tout chômeur touche en moyenne 1 000 € par mois, on dit que tout le monde va toucher 1 000 € par mois. Mais pourquoi? Je veux dire, on peut très bien dire… les cadres, ils ne seront pas contents. Hein. D'accord. Oui, mais voilà. Donc, mais après, il y aura des complémentaires. Aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de très bien ficelé. Donc aujourd'hui, se dire, je peux vous chiffrer exactement cette mesure, mais personne n'en sait rien. À vous écouter, soit vous avez une carte Emmanuel Macron qui est planquée dans la poche, soit sinon, c'est un mauvais procès contre Emmanuel Macron. Non, oui, je pense qu'on se trompe. Mais non, mais je vais essayer d'être très macronien. Oui, non. Non, parce qu'on parle de Macron, mais on aurait parlé de Fillon, j'aurais tenu le même discours. Aujourd'hui, les dépenses d'économie, ces 100 milliards d'économies, ne sont pas du tout documentées. Et après, on ne va pas lui demander des documents. Il a reculé d'ailleurs Fillon sur les collectivités locales. Oui, en plus il recule petit à petit. De 13 milliards. Mais d'accord. Et puis il reculera encore s'il est élu. Et puis il y aura le projet de loi de finances. Et c'est au moment du projet de loi de finances donc j'aurais tenu le même discours, comme avec Marine Le Pen, comme avec Mélenchon, comme avec Hamon. Toutes les économies de dépenses ne sont pas documentées. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas ça qui compte. C'est est-ce que les candidats veulent respecter leurs engagements vis-à-vis de la Commission ou est-ce qu'ils veulent renégocier? Mais il n'y a pas une contradiction entre dire je ferai 3%, je respecterai Emmanuel Macron, les 3% de déficit public, et en même temps avoir encore une fois, mais pour le commun des mortels qui voit toutes ces promesses s'allonger les unes après les autres en se disant est-ce que tout ça, est-ce que c'est cohérent de mettre toutes ces dépenses, de mal documenter les économies et de dire et en plus je vais respecter les 3%. Tout ça peut être cohérent. Ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas plus que ça parce que c'est des engagements qu'ils prennent. Après, on jugera sur pièce. Ils prennent un engagement de respecter
les engagements de la France vis-à-vis de la Commission européenne, d'être en dessous des 3% et de mettre des mesures de pouvoir d'achat pour les ménages, etc., de changer l'assurance. C'est la logique d'ensemble qu'il faut avoir en tête. Ouais. Ensuite, mais le bouclage n'est pas clair. Le bouclage n'est pas clair. Ah, enfin. Oui, mais je vous le dis depuis le début, mais est-ce que c'est le sujet d'une campagne présidentielle? Certains penseront que oui. Eh bien, moi, je pense que non. Et puisque je suis invité, je donne mon avis. Oui, avec non, plaisir. ce n'est pas ça. C'est plutôt essayer de se dire, voilà, quelles sont les logiques d'ensemble. Et ensuite, on verra. Bien sûr. On ne sait même pas mais qui pour sera le Premier ministre. On ne sait même pas quelle majorité il aura. Bien on ne sûr, sait même pas bien quelles sûr. Mais mesures pour ils ceux vont qui voter. considèrent que c'est important d'avoir un bouclage financier qui est crédible et qui est bien Alors, documenté. dans ces cas-là, vous disqualifiez tous les candidats. Il n'y a pas un candidat qui a un bouclage qui est exactement au cordon. Donc, tous les candidats sont disqualifiés. Donc là, on arrête l'élection. C'est ridicule. Il faut regarder plutôt la logique d'ensemble et se dire, ben voilà, quels sont les projets de société qui nous a dit. Et voilà. Et on sait qu'avec Emmanuel Macron, il y aura l'austérité, comme on sait qu'il y aura l'austérité avec François Fillon. En revanche, il y aura un peu plus de laxisme budgétaire avec Mélenchon, avec Hamon et avec Marine Le Pen. Voilà, ça c'est déjà une première rupture qui est importante. Ensuite, vous dire qu'il y en a un qui a mieux décrit ses économies de dépenses, c'est faux. Il n'y en a aucun qui les a bien décrites. Donc, pour finir, pour trancher entre cette querelle d'experts, entre les équipes Macron d'un côté et les think tanks libéraux, ce n'est pas une surprise, proches de François Fillon, en tout cas du patronat, on ne pourra pas le trancher en fait. Même si on cherchait, encore une fois, moi je reste dans l'idée qu'il y a écrit 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles dans le programme et quand on regarde toutes les dépenses, on arrive à plus, mais c'est plus compliqué, il faut prendre ça dans sa globalité, en voyant les économies, mais qui sont mal documentées, on y revient. Enfin voilà, c'est pour le commun des mortels, on ne les retrouve pas ces petits en tout cas. Mais dans ces cas-là, il faut le faire pour tout. Oui, le problème de faire ça, c'est qu'on le fait pour tous les candidats et on trouvera la même logique pour tous les candidats et donc on dit, il n'y en a aucun qui a un programme qui est valable et donc du coup on vote pour personne et donc il y a l'abstention. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on éclaire le citoyen. Donc à la question, fait-il preuve ou pas de sérieux budgétaire? Dans le discours, Emmanuel Macron. Dans le discours, en fait, moi, c'est ça qui est important et c'est ça qui doit cliver finalement par rapport aux dans autres. Le discours, mais pas dans les engagements tout n'est pas précis. Oui, mais on est dans le discours et dans l'engagement. Il s'engage à respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance. On peut être pour ou contre et c'est ça qu'il faut donner. C'est est-ce qu'on est d'accord pour que la France respecte ses engagements, oui ou non. Il y a des candidats. François Fillon aussi d'ailleurs. Oui, il y a François Fillon. Alors que Emmanuel Macron d'un côté et il y a les autres de l'autre. Ça, c'est déjà intéressant. Ensuite, dire, oui, maintenant, lui, il dit qu'il va le respecter, mais en fait, il ne nous a pas dit exactement comment. Ça, c'est tout le monde. Fillon comme Macron, donc c'est pas ça qui est intéressant. On réussira à se mettre d'accord là-dessus. Merci à vous. Merci pour cette explication. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Éric. Ciao.